L'IA, on en a partout, mais toujours avec la prudence des statisticiens, d'une part sur la protection des données et d'autre part sur le mécanisme de série longue, parce qu'il faut toujours qu'ils s'inscrivent dans des méthodes qui vont pouvoir avoir une comparabilité. Comme disent les statisticiens, c'est une erreur qui peut surprendre, mais à erreur constante. Donc globalement, qu'on ait toujours globalement les mêmes erreurs pour que les choses soient comparables entre elles. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Séverin Lerre, le DSI de l'INSEE. Jean-Séverin, bonjour, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, Jean-Séverin Lerre, 56 ans, marié, une fille qui est maintenant grande et qui est informaticienne d'ailleurs. Ah très bien. Puis je suis DSI de l'INSEE, fonctionnaire depuis ma sortie d'école. D'accord, est-ce que tu peux présenter rapidement l'INSEE ? Alors l'INSEE, son objectif fondamental, c'est d'éclairer le débat public par la donnée. Donc, comment on fait ça ? On récolte de la donnée, on l'analyse, on la transforme et on sort des indicateurs, des résultats d'enquête, etc. pour le politique ou même pour la société en général, de manière à ce qu'on puisse partir sur des bases saines et éclairer justement les décisions du politique. Et qu'est-ce qui t'a attiré vers l'IT et vers la fonction publique à la base ? Alors, l'IT, c'est une passion, je dirais, d'enfance. Vu que ça a commencé très tôt et à partir de la seconde, j'ai eu un ordinateur, je me suis passionné pour l'informatique depuis le début. Je n'ai jamais quitté cette passion pour l'informatique. Je continue à coder même si je suis DSI. Et donc, c'est ça vraiment, c'est créer, c'est avoir toujours du nouveau. Parce que comme je dis, si on ne veut pas de nouveauté, il ne faut pas aller dans le numérique. Mais au contraire, si on aime ça, c'est le bon domaine. Et puis la fonction publique, j'avais besoin de servir l'intérêt général. Vraiment, la notion de mission est quelque chose pour moi d'important. Et donc, j'ai concilié en effet ma passion pour la technologie et mon sens de l'intérêt général en étant dans l'IT public. Alors, tu as alterné stratégie, projet, management. Qu'est-ce que tu en as tiré de ces différentes expériences et comment ça t'aide aujourd'hui ? Alors, pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est trois postures très différentes. Le management, donc, c'est faire tourner une organisation, faire en sorte qu'on tire le meilleur des compétences qui sont là et qu'on travaille au mieux pour une entité. La stratégie, ça va être penser avec moins de contraintes, regarder jusqu'où on pourrait aller et essayer d'orienter les gens dans les bonnes directions. Et puis le projet, c'est vraiment se focaliser sur un objectif ultra précis et faire au mieux avec le moins de moyens possible, en particulier dans le public, sur un sujet donné. Et donc, les trois s'articulent très bien parce que quand on est dans l'une, il faut quand même savoir que le reste existe et savoir le prendre en compte. Typiquement, si on fait de la stratégie sans connaître les contraintes des organisations ou sans voir les grands projets qui peuvent exister, on peut être complètement hors sol et donner des orientations qui n'ont aucun sens. De la même manière, quand on va être dans une organisation et en management, il faut savoir préserver des projets, savoir les cocooner pour qu'ils arrivent au mieux, en les dégageant même parfois de certaines contraintes. Et puis, par contre, quand on est en projet, il faut savoir qu'on s'insère dans quelque chose, qu'il faut savoir voir les bonnes stratégies et puis prendre les contraintes que vont vous imposer les DSI. Donc, en étant dans ces trois postures successivement, j'ai toujours les deux autres à l'esprit et je pense que je fais un meilleur job. Alors, question assez générale, mais quelle est ta vision de l'IT public ? Je pense qu'on a d'excellentes compétences dans l'IT public. On a des bonnes orientations. Après, comme en général dans le public, on a un certain nombre de contraintes qui ne sont pas simples et qui ne nous facilitent pas les choses. Parce qu'on est extrêmement contraint sur l'acquisition, en termes de marché public, sur le RH, en termes de recrutement. Et donc, je pense qu'on fait extrêmement bien avec les contraintes qu'on a. Alors aujourd'hui, tu as 430 agents dans ta DSI, 200 développeurs. Pourquoi avoir choisi cette approche 100% internalisée ? Alors, cette approche 100% internalisée, ce n'est pas moi qui l'ai choisie. C'est quelque chose qui existe depuis la création de l'INSEE, d'avoir ses forces en interne. Pourquoi ? Parce que, comme je dis, les statisticiens comprennent bien que si on leur donne des bouliers à la place d'ordinateur, ça va mal se passer. Bon. Donc pour eux, l'informatique, le numérique, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et donc, ils veulent avoir les compétences. Par ailleurs, à l'INSEE, ils ont des capacités mathématiques, logiques, et donc les agents de l'INSEE ont une culture d'ingénieur. Et donc, trouver des personnes compétentes qui peuvent faire de l'informatique dans ces cadres-là, c'est relativement simple. Et d'ailleurs, il y a une certaine proximité entre les informaticiens et les statisticiens. Donc, ce n'est pas forcément compliqué.
C'est un avantage vraiment compétitif en termes de réactivité, de compétences sur le domaine métier. Et donc, ils ont fait ce choix d'être toujours internalisés. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment tu es organisé ou comment sont organisés les différents pôles et comment se passe la montée en compétences en interne? Alors, les différents pôles, je dirais justement là, pour le coup, j'ai influé, j'ai influencé, j'ai changé des choses avec mon arrivée. À l'origine, on avait des équipes de développement qui étaient en agile, donc déjà dans une bonne dynamique. Je suis arrivé en 2020, qui étaient en agile depuis plus de 10 ans. Donc, on est dans une dynamique assez bonne. Ensuite, on avait des équipes de prod qui, elles, étaient hyper processées utiles. Et à côté de ça, on avait une petite équipe qui s'occupait de stratégie, sécurité, innovation. Voilà, bon, je dirais assez classique. Le seul problème, c'est en effet, quand je suis arrivé, j'ai pu observer un hiatus grandissant entre l'agilité des devs et l'hyper-processing utile de la prod. Et donc, il a fallu réfléchir à ça. Et une des actions particulières que j'ai eues, c'est de réorganiser la production pour qu'elle soit tout aussi souple en mode service que le dev l'était, pour avoir une sorte de continuité BizDevOps, comme on dit, et donc avoir une meilleure souplesse du SI et une meilleure capacité de répondre aux besoins. Aujourd'hui, quelle est la place de l'open source à l'INSEE et quelle est ta vision de l'open source dans la fonction publique en général? Alors, l'open source à l'INSEE est très important. C'est l'orientation principale et majeure de tous nos choix. Pour tout dire, je suis très content qu'on ait enfin réussi à ne plus avoir du tout d'Oracle dans les bases, par exemple, de l'INSEE, ce qui était quand même un défi, vu qu'il était très, très bien implanté historiquement. Mais bon, on n'a pas que ça, parce qu'il y a des endroits où c'est compliqué de n'avoir que de l'open source. Alors, l'idée globalement, c'est l'open source. Pourquoi? C'est pour garantir la souveraineté, mais pas seulement la souveraineté, dire ça c'est français ou ça c'est européen, machin, etc. C'est aussi pour qu'on puisse faire nos choix comme on veut, quand on veut. Un exemple typique, dans beaucoup de logiciels propriétaires, on impose des changements de version qui n'ont aucun intérêt fonctionnel. Mais il faut payer des licences, il faut avoir du nouveau support, etc., etc. Typiquement, je peux vous dire que la plupart des DSI du monde se passeraient bien du passage Windows 10 à Windows 11, où on ne voit absolument pas l'intérêt que ça peut avoir sur les postes de travail. Bon, ben oui, mais il faut payer des nouvelles licences. Bon. Eh bien, quand on est dans de l'open source, on est plus sur la même logique, et donc on peut changer sa vision enfin, gérer ses versions mieux. On n'a pas forcément de surcoût quand on change, donc on peut choisir, en effet, aussi de suivre très, très souvent les changements de version. Et puis, petit plus non négligeable, on peut aussi influer, voire contribuer très fortement sur certaines choses où on est vraiment intéressé. J'ai été moi-même, par exemple, dans mes différentes phases, directeur d'un programme Vitam qui s'occupait de l'archivage électronique. C'est quelque chose qui est réutilisé, non seulement par le public, mais y compris par des sociétés privées. Donc, pour moi, c'est une dynamique extraordinaire, l'open source, et l'État en profite parce que l'État s'oriente aussi fortement sur l'open source, avec, par exemple, la DINUM qui donne des orientations sur ce genre de choses. Et ça date même d'assez longtemps, vu qu'il y a même une circulaire du Premier ministre Ayrault en 2012 qui parlait le fait de privilégier l'open source dans ce qui était fait dans l'État. Est-ce que tu as des exemples où vous avez contribué sur des solutions open source? Alors moi, par exemple, quand j'étais au DSI de la culture, on avait contribué sur LibreOffice pour favoriser certaines compatibilités avec Office. Enfin, j'en ai plein. Et on a aussi des endroits où on va même jusqu'à développer une souche. J'ai parlé de Vitam, on pourrait parler de Nixia aussi, qui est la solution pour développer des environnements de data science qui est développée par l'INSEE et qui est elle aussi réutilisée au-delà. Donc, à la fois, on contribue. Par exemple, sur des corrections, on a même, je dirais, de manière récurrente, des corrections qui sont fournies soit par l'administration elle-même directement, soit par des prestataires de l'administration qu'on paye pour qu'ils fassent les corrections. Mais on fait toujours en sorte qu'elles soient contribuées dans les souches d'origine. Alors avant, tu avais une DSI plutôt structurée en silo et maintenant plutôt orientée en service manager. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu cette dimension? OK. Alors, quand je parlais justement de la production qui était très processée utile, en fait, ITIL donne énormément de façons de faire et oriente globalement à organiser la production par compétences technologiques. Il va y avoir les gens qui savent faire du système, les gens qui savent faire du réseau, tatati, etc.
Et le problème, entre guillemets, de cette vision-là, c'est qu'en effet, on est dans un monde extrêmement processé et donc où pour un résultat vu du point de vue de l'utilisateur, on va faire intervenir énormément de personnes les uns derrière les autres. Et dès que ça grippe un peu, dès que c'est pas huilé, ça peut donner des choses comme quand je suis arrivé, on me disait « Ah bah oui, mais pour avoir une plateforme de dev, il va falloir qu'on attende 6 semaines. » Voilà. 6 semaines, parfois, c'était dépassé. Bon, et c'était de la faute de personne, entre guillemets, parce que en effet, les équipes empilaient les priorités, avaient du mal à affiner le mieux possible leur process et du coup, ça donnait des délais relativement forts. La logique, en fait, qu'on utilise dans le cloud, que les fournisseurs de cloud utilisent, c'est-à-dire ne plus avoir des gens qui sont organisés par compétences, mais avoir des gens qui sont organisés par service vu de l'utilisateur. Donc, typiquement, on va voir les gens qui s'occupent du poste de travail et de l'aspect bureautique, même si c'est un serveur partagé, où là, c'est plutôt quelqu'un qui va être admin 6 ou c'est quelqu'un qui sait faire vraiment du PC. On va avoir notre plateforme de data science, qui, elle, est un sujet absolument essentiel pour les métiers, où il y a plein de choses qui sont impactées, aussi bien du fonctionnel métier que du réseau, que du cube, etc. Et donc, on va aussi avoir les compétences. Et donc, en fait, on va créer des petites équipes dont l'intérêt et le client, entre guillemets, va être évident, c'est l'utilisateur pour le service qu'ils vont rendre et qui vont intégrer la plupart des compétences utiles pour gérer et faire monter en intérêt et en valeur le service en question. D'accord. Est-ce que tu peux parler un petit peu justement du métier pur et de ce que tu fournis au métier et est-ce que ça nécessite beaucoup de serveurs, beaucoup d'informatique ou est-ce que finalement les stats de l'INSEE, c'est assez simple ? Alors, ça nécessite beaucoup de serveurs, beaucoup d'informatique. Certaines stats sont simples, certaines sont compliquées. Alors, typiquement, le métier, on va avoir quelques grandes catégories. On va avoir le sujet de la collecte. Donc, c'est comment on récupère de la donnée dans le cadre d'enquêtes. Donc, ça peut être via Internet, via du papier ou même via du face-à-face. De plus en plus, l'Internet se développe. Mais pour vous donner un exemple, on n'obtiendra jamais les données des SDF en faisant une collecte sur Internet. Voilà. Bon, et là, c'est typiquement du face-à-face qu'il faut faire. Bon. Donc, tous ces modes de collecte doivent arriver finalement dans des bases de collecte qui vont permettre d'intégrer et ensuite de faire des calculs statistiques, des analyses, etc. Alors, il n'y a pas que du calcul, d'ailleurs, parce qu'il y a plein d'étapes dans les stats que je ne suis pas forcément le meilleur pour expliquer parce que je n'ai pas forcément cette hyper compétence. Mais les données, on va les retravailler. On va voir s'il y a des données qui manquent régulièrement et on va essayer de voir d'après ce qui s'est fait sur d'autres données, ce qu'on peut en tirer, etc., etc. Donc, il y a beaucoup aussi de travail humain sur la donnée, donc de manipulation de ces données. Je dirais des choses qui sont vulgarisées ou qui sont vues comme la data science, la data analyse, etc. Mais les statisticiens font ça depuis des dizaines d'années. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est quand même une maison où on travaille sur la donnée depuis plus de 70 ans. C'est complètement atypique. Bon. Et donc, on a cette phase de collecte. On a aussi tout ce qui est collecte des données administratives. Donc, il y a plein de données administratives qui sont collectées par l'INSEE. Alors, point très important que je tiens à dire au passage, c'est que toutes les données que brasse l'INSEE sont à fin statistique et ne peuvent jamais être utilisées à fin individuelle, par exemple pour un contrôle, pour faire des croisements de données, etc., etc. Et ça, les statisticiens sont hyper réglo et hyper, je dirais, forts sur ce sujet-là. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très appréciable. Et comment vous faites pour le garantir ? Déjà, il y a une déontologie des statisticiens, mais il y a aussi des textes, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen, qui garantissent justement le fait que la donnée statistique est soumise à un secret particulier, avec un comité du secret qui va en effet autoriser ou pas l'accès à toutes sortes de données. Et donc, c'est extrêmement régenté et extrêmement gardé. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Donc, il y a la collecte, il y a les données administratives et ensuite, il y a tout le fait de manier ces données qui peut aller jusqu'à de l'utilisation de l'IA. Pour vous donner un cas facilement compréhensible, on a typiquement de la codification. Quand quelqu'un va dire, voilà, ma société, elle fait ça, 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 ça. À un moment, le ça, c'est pas manipulable en termes de données. Et donc, ce ça, on va le transformer en code NAF 34.1.2. machin.
Eh ben, pour faire cette codification, typiquement, maintenant, on utilise du machine learning et c'est super efficace. Donc, on a toutes sortes de choses. On arrive quand même, on a plus de 6000 VM, je crois. On a du cube, des GPU. Enfin bon, on a une belle et grosse infrastructure qui soutient tout ça et qui est vraiment indispensable pour les statisticiens. Alors, on a parlé un petit peu de cette organisation en services partagés. Est-ce qu'il y a eu des résistances quand tu as dû faire cette conduite du changement et comment tu arrives à faire face à des résistances éventuelles au changement dans tes équipes quand ça se présente? Alors, simplement pour donner un peu une indication de comment on a procédé, on a commencé par faire appel à un grand cabinet de conseil en se disant on ne sait pas trop comment y aller, on va se faire aider. Bon, fausse bonne idée. Et d'ailleurs, je dirais, typiquement, je pense que ce qui a sauvé, entre guillemets, cette transformation, c'est que je l'ai reconnu devant tout le monde, que quelque part, on s'était un peu planté, qu'on arrivait avec un modèle qui finissait par être plaqué sur ce qu'on devait faire et qui ne nous correspondait pas, et qu'il fallait qu'on y travaille nous-mêmes. Ceci dit, ayant fait cette expérience de « on n'aura pas une solution prémâchée, il faut qu'on se prenne en main », les équipes aussi, quelque part, se sont mobilisées et étaient motivées par trouver leur solution, leur façon de faire. Et donc, bon, ça a pris plus de temps parce qu'on a quand même mis un an et demi à vraiment mettre en place l'organisation, la pensée, etc. Mais du coup, c'est quelque chose qui nous est vraiment propre et auquel les agents adhèrent parce qu'ils ont mis une part d'eux-mêmes et ils ont compris vers quoi on allait. Alors clairement, vous manipulez des données hypersensibles. Est-ce que tu peux me parler un peu de la sécurité et de comment tu gères cette partie-là? La sécurité, c'est quelque chose de très important parce qu'on a en effet de la donnée très sensible. Pour donner l'exemple type, on a quand même le recensement de la population. Donc, c'est de la donnée très personnelle et on a une accumulation de données énorme. Donc, la sécurité est quelque chose de très important. Alors, déjà, on applique toutes les règles qui existent dans le domaine public, enfin, pas dans le domaine public, dans la fonction publique, donc avec les homologations de systèmes. Mais en plus, je dirais, il y a une certaine prudence de l'INSEE sur où sont ces données, comment elles sont gérées, par où elles transitent. Ce qui fait que sur l'aspect cloud, pour l'instant, l'INSEE reste encore un peu en retrait, même si on y travaille pour voir justement ce qu'on peut y mettre, ce qu'on ne peut pas y mettre, et toujours avec une grande importance apportée à tout ce qui est transit de l'information. Alors, autre chose très importante sur la sécurité, c'est tout l'aspect sauvegarde. Parce que ce qui est important à l'INSEE, c'est ce qu'on appelle les séries longues. Parce que savoir ce qui s'est passé sur le chômage depuis 30 ans, c'est quelque chose d'important. Bon. Donc, non seulement il faut qu'on pense à la confidentialité, à la protection pour qu'elle ne soit pas exfiltrée, mais aussi au fait de la maintenir dans le temps et la disponibilité. Et donc, tout ça, ça fait un ensemble. On a des gens qui sont très compétents. On a une équipe dédiée à l'aspect plus stratégique de la sécurité. On a un SOC, donc Security Operations Center au niveau de la production. Et donc, de toute façon, je dirais, on a au niveau des statisticiens une vraie sensibilité à la sécurité. Et donc, ça aussi, c'est précieux. C'est que non seulement l'informatique s'occupe de la sécurité, mais le métier aussi le prend fortement en compte. Alors c'est marrant parce que tu as utilisé un mot anglais, SOC. Moi, j'ai constaté depuis 10 ans que j'ai créé Lemon Learning que quand je discute avec la fonction publique, les pratiques se sont beaucoup rapprochées du privé et que en fait, la différence devient de plus en plus mince. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as constaté, toi? Oh oui, je pense que de toute façon, sur le numérique, il n'y a pas 36 façons de faire. Donc, on a des façons de faire qui sont un peu identiques. Comme je le disais au début, pour moi, une différence, par contre, ça va être tout ce qui est politique d'acquisition. Ce qui renforce aussi l'intérêt de l'open source, parce qu'on a cette phase d'achat et de sélection en moins. Sinon, il faut passer par des marchés publics. Et je dirais c'est normal avec toute la phase d'appel d'offres. Mais bon, par exemple, une chose qu'on peut regretter, c'est qu'on a une capacité de négociation extrêmement faible. Et que je pense que dans un certain nombre de cas, avec les marchés publics, si on avait cette capacité de négociation, on pourrait largement renforcer l'adéquation, voire diminuer les prix. Bon. Donc,
À part cet aspect acquisition et facilité de recrutement aussi, mais voilà, on est sur des méthodes très comparables et on est sur un environnement technologique qui est exactement le même pour le coup. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur la négociation, parce que c'est vrai que j'ai déjà répondu à des appels d'offres où il n'y avait pas de second tour. Voilà. Et alors que dans le privé, il y a des seconds tours où nécessairement on essaie de nous faire baisser les prix, nous mettre en concurrence. Oui, et puis pas seulement, parce qu'on n'est jamais parfait dans un cahier des charges. Donc, quand on s'explique mieux, en effet, on peut optimiser la prestation. C'est pas qu'être un cost killer dans l'expression. Bien sûr, oui, il y a un cadre qui peut être un peu contraignant. Voilà. Alors, quel rôle jouent les clouds étatiques dans vos stratégies? Je pense notamment à Nubo. Alors, Nubo, c'est le cloud fait par la DGFiP, donc les finances publiques, qui est mis à disposition de l'ensemble des ministères. C'est comme on dit un cloud interministériel. Il y en a un deuxième grand qui est celui fait par l'intérieur. Comme ça, on a 2 solutions de cloud. On peut éventuellement faire des PCA, etc. Bon. Ce cloud est pour nous très important parce que justement, c'est la porte à faire du cloud dans un environnement quand même très sécurisé en termes de qui le manipule, qui a le droit sur la donnée. Et donc, pour l'INSEE, c'est évidemment le cloud qu'on imagine le plus utilisé. On a déjà certaines choses qui sont dessus, en particulier en termes de PCA, parce que l'intérêt qu'a ce cloud, c'est qu'il est évidemment complètement détaché de l'infrastructure de l'INSEE. Et comme j'ai l'habitude de dire, si l'INSEE brûle intégralement, ça pourra continuer à tourner sur Nubo. Voilà. Après, pour ce qui est des autres clouds, sur le Secnum Cloud ou autre, on a certaines choses, parce qu'on a des choses qui sont même complètement open. On a la diffusion de certaines données de recensement sans les noms, de manière agrégée, etc., qui sont demandées à tous les pays européens par Eurostat, qui est le centralisateur de la statistique en Europe, qui sont diffusés sur Internet en open data. Bon, là, ça, typiquement, on le met dans du cloud commercial, ça ne pose aucun problème. Donc, il faut avoir vraiment une vision assez échelonnée de qu'est-ce qu'on peut mettre où. Mais c'est vrai que majoritairement, ce qui nous intéresse, c'est Nubo. Et vos serveurs sur, on va dire, historiques, ils sont hébergés où physiquement? Dans des centres eux-mêmes interministériels. On travaille beaucoup sur la mutualisation. Pour tout dire, il y a 5 ou 10 ans, il devait y avoir proche de la centaine de centres d'hébergement publics sur l'ensemble du territoire. Et ça s'est réduit à 2 ou 3 dizaines, je crois, par concentration progressive. Et nous, par exemple, on est dans un centre des douanes et un centre de l'agriculture. On a 2 centres. Alors, je me permets de vous interrompre un petit instant pour vous parler de Lemon Learning, l'entreprise que j'ai créée il y a maintenant plus de 10 ans. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on aide la plupart des grands groupes français à faire en sorte que le logiciel soit bien utilisé. Donc on va mettre des guides interactifs, on va mettre des pushs, on va mettre des infobulles directement dans le logiciel. Et maintenant, on a même ajouté de l'IA avec un chatbot et des fonctionnalités d'IA avancées. Ce qui fait qu'on va enfin pouvoir améliorer la prise en main et l'adoption des logiciels et remplacer les modes opérateurs que personne ne lit. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez vous rendre sur notre site internet, vous avez le lien en description de cette vidéo. Merci. Allez, on reparle sur l'épisode. Alors, est-ce que tu peux me parler un peu de souveraineté et est-ce que tu dirais qu'avec les récents événements, ça devient vraiment au centre du débat? C'est très intéressant ce qui se passe et pour le coup, je remercie infiniment Trump. Il n'y a pas beaucoup de trucs sur lesquels je le remercie, mais là-dessus, oui. Clairement, j'avais l'habitude de parler souveraineté parce que dans ma carrière, j'ai aussi fait de la sécurité au niveau étatique. Et donc, j'ai une bonne vision et un intérêt profond pour la sécurité de nos données, de nos process et de tout ce qu'on fait dans la fonction publique. Mais assez vite, on était traité de parano, vous faites des idées, puis de toute façon, les Américains, c'est nos partenaires, etc., etc. Bon. Et là, maintenant, c'est un langage qu'on entend beaucoup moins, y compris le politique, qui commence à intégrer le fait que c'est quelque chose d'important. Typiquement, nos ministres actuels portent vraiment ce sujet de la souveraineté, en particulier sur les sujets du cloud, où ce n'est pas forcément simple, parce que du côté de l'Europe, ce n'est pas aussi clair que ça, qu'on défende complètement la souveraineté. Et donc, tout le monde commence à s'aligner et à voir les menaces, et donc à vraiment agir là-dessus. Et pour moi, la souveraineté, c'est être sûr de qui va avoir accès à la donnée, mais c'est aussi être sûr d'une certaine capacité à faire. Donc, développer nos propres moyens, ce n'est pas seulement protéger nos données, c'est dans 20 ans, si les États-Unis veulent qu'on soit un désert, non, on pourra quand même survivre, même sans leurs services. Alors, est-ce que tu peux me parler un peu d'Onyxia?
Onyxia, c'est une très belle réalisation de l'INSEE qui a été faite par l'équipe d'innovation justement de la DSI. L'histoire est un peu évolutive. Au début, la division innovation, c'est dire si on faisait du conteneur, ce serait bien. Ils ont mis un peu leur nez dans tout ce qui est Docker, Cube et compagnie. Cube n'existait même pas, je crois, quand ils ont commencé à se mettre dedans. Puis ils se sont dit, mais ce serait bien de pouvoir utiliser ça pour faire à la volée des mises en place d'environnements de data science, pour mettre des bases, du MLOps, du machin, etc. Et donc, pour globalement donner la possibilité aux data scientists de se monter des environnements de data science sans être admin 6, quoi. Parce que faire toutes les lignes de commande et autres, c'est quand même compliqué. Et donc, progressivement, c'est comme ça qu'est apparu Onyxia. Qui est un open source, qui est sur GitHub, ouvert complètement, et qui progressivement a intéressé de plus en plus de personnes, y compris des homologues norvégiens, donc l'Institut statistique norvégienne qui est à fond aussi là-dedans, des utilisateurs ministériels, on en a beaucoup, mais aussi des utilisateurs privés qui utilisent donc cet environnement pour leurs data scientists. L'objet, globalement, c'est d'apporter la capacité de déployer toutes sortes de sources sur des containers, de maîtriser ces environnements en termes de sécurité, en termes de capacité de calcul aussi, pour pas que tout le monde fasse trop n'importe quoi, et que ce soit très ouvert sur des nouvelles technologies. Donc, l'idée, c'est que ça puisse intégrer le plus facilement possible des conteneurs, des nouveaux conteneurs avec des nouveaux logiciels qui peuvent être intéressants. Et aujourd'hui, avec le développement du SaaS, est-ce que tu as l'impression que l'open source est plutôt en contraction, ou est-ce que tu dirais que l'open source n'a jamais été aussi vivant qu'aujourd'hui ? Alors, pour moi, l'open source est très vivant et très utile sur tout ce qui est commodité ou tout ce qui est fonction où la technologie a un peu son importance. Sur des choses qui vont être plus fonctionnelles, je ne sais pas, ainsi formation ou autre, le SaaS a son importance. Mais l'open source, ce n'est pas trop développé sur ces sujets-là. Alors, il y a eu quelques grandes souches CRM ou autres, mais qui sont assez vite devenues plus vraiment open source, qui se sont privatisées et qui sont justement passées en mode SaaS. Donc, pour moi, l'open source reste utile et important pour les DSI. Il l'est moins pour les fonctionnels, où là, le SaaS est vraiment intéressant et important. Oui, quel avantage tu vois au SaaS finalement ? Alors, un avantage que je vois au SaaS, c'est de normaliser un certain nombre de choses. Quand un métier classique, je parlais du métier RH, on pourrait parler des logisticiens ou, j'en sais rien, des acheteurs ou autres, se dit, moi, c'est très, très différent d'ailleurs. C'est très difficile quand on lui développe une application particulière de dire que ce n'est pas le cas. Et donc, on va lui développer des tas de trucs qui sont parfois étranges. Alors que s'il est dans mode SaaS, il voit la façon standard de faire la plus utilisée, vu que c'est celle qui est vendue par le fournisseur, et ça lui permet de challenger ses propres pratiques. Alors parfois, il y a des choses qui sont spécifiques, en particulier dans la fonction publique, parce qu'on a des réglementations qui nous imposent certaines choses et qu'on ne peut pas éviter. Mais parfois, c'est simplement des méthodes différentes qui peuvent s'ajuster un peu et être en fait meilleures. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce que vous avez fait en termes d'IA ? Alors, en termes d'IA, on a différentes choses. Alors, on a de l'IA, comme je le disais, pour les métiers. L'exemple que je donnais sur la codification, c'est quelque chose qu'on fait dans plusieurs domaines de collecte, la codification des activités des entreprises, des professions, des personnes. Bon, on a différents domaines où là, on a développé pas mal de machine learning avec nos propres bases d'entraînement, donc avec une vraie mécanique qui est interne. Pour l'instant, on a de l'expérimentation sur tout ce qui est domaine IA générative, LLM et compagnie, où là, je dirais, on y va plus prudemment parce que d'une part, on a des problèmes d'explicabilité et d'autre part, il faut être sûr de, je dirais, donner nos données aux bonnes personnes. Et là, c'est plus complexe. Donc, on fait quand même des tests pour voir tout ce qu'on pourrait tirer et il y a un certain nombre de domaines où on pourrait tirer des choses, par exemple sur l'analyse des documents. Par exemple, le BODAC, donc, qui est un bulletin officiel de toute l'activité commerciale.
Nous, quand on recherche des fusions-acquisitions ou des changements d'organisation de groupe qui sont explicités là-dedans, si on pouvait l'extraire automatiquement, ce serait extrêmement efficace. Bon. Et typiquement, les LLM nous semblent potentiellement plus intéressants que ce qu'on peut faire par des algorithmes qui filtrent, qui ont un peu de ML, enfin de machine learning aussi, mais on pourrait trouver des choses plus intéressantes. Il y a d'autres domaines, par exemple l'analyse des verbatims d'enquête. Là aussi, l'IA générative pourrait avoir son intérêt, de la catégorisation aussi. Enfin bon, donc on essaye des tas de choses, on expérimente, on utilise aussi de l'IA pour faire du repérage géographique. L'IA, on en a partout, mais toujours avec la prudence des statisticiens, d'une part sur la protection des données et d'autre part sur le mécanisme de série longue, parce qu'il faut toujours qu'ils s'inscrivent dans des méthodes qui vont pouvoir avoir une comparabilité. Comme disent les statisticiens, c'est une erreur qui peut surprendre, mais à erreur constante. Ouais. Donc, globalement, qu'on ait toujours globalement les mêmes erreurs pour que les choses soient comparables entre elles. Donc, tout ça est à l'étude et à mon avis, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Et aujourd'hui, du coup, j'imagine que vous ne vous basez pas sur les grands LLM américains. Comment vous faites ? On essaye d'éviter, oui, justement. Comment vous faites, du coup, pour... Alors, on a même des tests avec des LLM sur nos propres moyens, vu qu'on a des serveurs à GPU. Alors, on ne peut pas entraîner des intelligences artificielles, mais on peut utiliser les modèles. Et donc, on peut déjà expérimenter avec ce genre de choses, et il y en a quand même beaucoup. On peut aussi expérimenter avec du Mistral plus qu'avec de l'OpenAI. Donc, on a quand même des possibilités. Après aussi, ce qu'il faut voir, c'est justement quelles données on peut ou pas fournir. Typiquement, comme je l'ai dit, par exemple, il y a aussi un usage qu'on commence à développer pas mal, c'est l'usage de l'IA pour aider à développer. Si on travaille sur du code open source, on peut le donner même à OpenAI, vu que de toute façon, il va aller absorber GitHub en permanence. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment faire au cas par cas, mais savoir le gérer. Et c'est ces politiques d'usage, cette vision qu'on est aussi en train d'élaborer. Et aujourd'hui, du coup, sur les différents modèles que tu as pu tester, est-ce qu'il y a des vraies différences entre ChatGPT et les autres ou entre chacun ? Pour l'instant, c'est encore trop évolutif et je dirais chaque version de chacun peut surpasser l'autre, etc. Donc, il n'y a pas de vrai modèle gagnant de c'est au coude à coude, quoi. Ouais. Et encore extrêmement évolutif. Alors, il y a un sujet qui est important pour toi, c'est l'importance de la compétence réelle face à la surconfiance. Ouais, c'est un sujet que j'aime bien aborder et qui est très important, à mon avis, dans une DSI et qui est important dans tout domaine d'expert, en fait. Ça a été théorisé par 2 psychologues américains, Dunning-Kruger, et ça établit qu'en fait, la confiance qu'on a dans sa capacité par rapport à sa compétence réelle n'évolue pas forcément de manière linéaire, même pas du tout. En fait, quand on commence à aborder un sujet, on croit en comprendre énormément de choses très rapidement. Et donc, on se dit, c'est bon, j'ai compris, je suis au top. Et puis, Dunning-Kruger nous apprend que là, on est au pic de la stupidité. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas la compétence, mais on pense l'avoir. Après, quand on va un peu plus loin, on commence à se rendre compte de ce qu'on ne sait pas. Et là, je dirais, c'est le coup de déprime. Et on arrive dans la vallée de la désillusion. On se dit, je ne sais rien, j'y arriverai pas, je suis nul, etc. Bon. Et après, progressivement, on remonte tout doucement et on arrive vers une vraie adéquation entre la confiance qu'on a et la capacité qu'on a. Et ça, c'est quelque chose d'important à savoir quand on travaille dans des domaines d'expertise. C'est-à-dire qu'il va falloir développer un certain temps, il va falloir vraiment monter en compétence pour avoir l'expertise nécessaire. Le meilleur exemple, on le vit au quotidien en ce moment, c'est l'IA. Le nombre de personnes autour de nous qui comprennent l'IA, qui sont des experts en IA, qui vont expliquer tout de l'IA, il y en a beaucoup qui sont en haut du pic de la stupidité, malheureusement. Voilà. Et pour avoir des gens qui vont vraiment comprendre, savoir quoi tirer et savoir quoi faire de l'IA, il faut quand même avoir un peu plus bûché, être vraiment rentré, rentrer dans les modèles, etc., pour vraiment comprendre la mécanique qui est derrière. Et en fait, c'est un peu tous les modèles. Et alors, ça me semble d'autant plus important à comprendre et à savoir que je pense qu'un certain nombre de fournisseurs dans le domaine IT adorent les gens qui sont en haut du pic de la stupidité et cherchent à les maintenir en haut du pic de la stupidité. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, les gens croient savoir et donc c'est facile de leur faire croire des choses et de leur vendre, comme je dis, des solutions
qui vont apporter leur lot de problèmes derrière. Voilà. Donc, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et qui me semble vraiment important à partager et à utiliser dans le management des experts et de l'IT. Donc. Mais comment tu fais quand tu as un collaborateur qui est au pic de la stupidité du coup? Alors, déjà, si l'objectif, c'est de pousser les gens à monter en compétence. Et comme je dis, c'est un mouvement assez naturel. Il suffit qu'ils montent un peu plus en compétence pour s'apercevoir qu'ils ne savent pas tout. Et là, on a gagné. C'est-à-dire, le vrai moment tragique, c'est d'arriver à faire cette bascule où on commence à redescendre, le gérer d'ailleurs, et quand on le sait, quelque part, même pour soi, c'est utile. Parce qu'il faut faire attention aussi quand on est un manager dans le domaine IT. On peut se dire, ça y est, j'ai compris plein de choses, je suis capable de prendre les décisions. Bon, les architectes experts, etc., ils me racontent des trucs, les limites, mais ce n'est pas ce que je veux entendre. Bon, voilà. Donc, à comprendre soi-même, c'est utile. Et puis, pour les agents, il suffit de les aider à monter en compétence et c'est un mouvement qui se fait naturellement vers une vraie compétence. Est-ce que tu penses que l'IA peut amplifier ce phénomène Dunning-Kruger? Oui. Je pense qu'on le vit tous. Et justement, pour nous, c'est aussi très important de le savoir. L'IA, quand on l'interroge sur un domaine qu'on ne connaît pas trop, qu'on ne comprend pas trop, on trouve ça magique. Quand on interroge sur un domaine où on est plutôt expert, on trouve ça quand même pas top, un peu limité, voilà. Et donc, quand on n'est pas expert, on trouve ça magique et on se dit, ça y est, j'ai tout compris. Et paf, un pic de la stupidité. Voilà. Donc, on risque vraiment, en effet, avec l'IA, d'avoir beaucoup de gens qui pensent comprendre énormément de choses par les explications, je dirais, qui permettent de débroussailler de l'IA. Alors, je ne veux pas non plus dire que l'IA ne sert à rien, parce qu'en particulier, ça va permettre de débroussailler les sujets pour y rentrer. Mais encore faut-il derrière y rentrer vraiment et ne pas s'arrêter à cette première impression donnée par l'IA. Est-ce que tu peux nous donner un peu ta vision sur une DSI du service public dans 5 ans, 10 ans? À quoi ça ressemblera une DSI idéale un petit peu et qui se sera adaptée à la modernité? Alors là, c'est une question pas simple parce que justement, on est en train de vivre pas mal de changements avec l'IA. Et donc, savoir actuellement ce que ça va donner, je ne suis pas convaincu. J'ai entendu une phrase que j'ai trouvée très bonne et que je réutilise, c'est l'IA ne tiendra pas ses promesses comme Internet, mais révolutionnera notre société comme Internet. Ce qu'on imaginait au début d'Internet, le partage de la connaissance, machin, etc. Bon, maintenant, c'est les réseaux sociaux. En termes de partage de la connaissance, c'est quand même assez limité. Mais ça a quand même révolutionné énormément de choses. Et en plus, ça a révolutionné énormément de choses par l'arrivée d'objets, enfin de concepts qu'on n'imaginait pas, comme le smartphone. Bon. Sur l'IA, je pense qu'on a encore ça qui est à venir. Peut-être qu'on aura des dispositifs particuliers, peut-être qu'il y a encore des innovations qui ne sont pas apparues, des innovations décisives de l'IA. Et donc, pour moi, à 10 ans, c'est carrément impossible à imaginer. À 5 ans, ce qui est clair, c'est que tout ce qui est process de développement va énormément évoluer. Où l'humain va avoir plutôt comme importance d'être en relationnel avec le métier, de comprendre au mieux ce qui est nécessaire, d'orienter sur un certain nombre de choses l'IA. Mais pour moi, le métier de pisseur de ligne va disparaître progressivement. Bon, Dieu merci, les développeurs ont quand même amorcé ce mouvement de ne plus être des pisseurs de ligne et de réfléchir tout ce qui est agilité, etc. C'est aussi cette logique-là. Bon. Pour ce qui est de la production, comme je l'ai fait, je crois beaucoup à cet aspect service manager. Donc, où on est vraiment dans une écoute de l'utilisateur et dans une continuité avec le métier et le dev et non plus le monde de la prod qui est complètement à part, qui sont des techos au fond de la cave, quoi. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. L'IA aussi, même sur ce domaine-là, a ses effets. Par exemple, justement, en montée en compétences. Par exemple, en capacité de recherche de problèmes, d'expertise. On m'a donné un exemple que j'ai trouvé extraordinaire. Sur un logiciel propriétaire, pour le coup, on avait une question sur la toute dernière version. Et donc, on a posé la question au support officiel. Le support officiel mettait un certain temps à nous répondre, alors que c'était dans le cadre d'un bug. Donc, un de nos techniciens a dit, bon, je prends les dernières publications de l'éditeur, je les injecte dans OpenAI et je pose la question à OpenAI. Et il a eu la réponse. Bon.
Donc, il y a parfois des effets magiques et pour tout ce qui est donc compétences techniques, ça peut avoir des effets fabuleux. Et donc, augmenter la capacité. Ensuite, pour ce qui est de où sera faite l'exploitation, où seront les SI, dans 5 à 10 ans dans le public, il y aura évidemment, à mon avis, une majorité, très large majorité qui sera faite dans le cloud. Que ce soit du cloud interministériel ou du cloud commercial. Reste à savoir justement la part des deux qui sera possible avec le développement du Secnum Cloud, comme on dit, donc du cloud tamponné ANSI, bien sous tout rapport en termes de souveraineté, qui peine à se développer pour l'instant, mais bon, on a toujours le cloud interministériel dans ça. Voilà. Donc voilà ce que je pourrais dire, mais en effet, on est à nouveau dans une grande révolution pour moi. Enfin, dernière question, si tu as un conseil à donner à un futur DSI, qu'est-ce que ça serait ? Qu'il faut toujours regarder en avant, toujours regarder ce qui arrive comme techno, parce que le plus gros risque, c'est de s'embourber dans le legacy. Et donc, certes, le legacy existe, c'est un poids et il faut le gérer, mais il faut favoriser, je dirais, la prise en compte de ce qui arrive de nouveau. Et deuxième conseil, ce serait de s'appuyer sur toutes les volontés, les bonnes volontés, les petits jeunes qui ont envie de changer justement à l'intérieur même de la structure pour faire des choses nouvelles et quelque part que ça vienne d'en haut et d'en bas à la fois pour faire ces évolutions. Très bien, merci beaucoup Jean-Séverin et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Spotify, sur YouTube. C'est un vrai plaisir, donc je remercie toute l'équipe de CIO Pioneers, toute l'équipe de Lemon Learning et aussi les DSI qui viennent de plus en plus nombreux. Si vous aussi vous êtes DSI, que vous innovez, que vous avez envie de présenter ce que vous faites, n'hésitez pas à nous contacter. On a tous les liens en description également. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Lemon Learning, vous avez le lien également. Puis je vous dis au prochain épisode. Merci.